Le sujet est tabou, mais c'est un sujet de société, la pornographie. En septembre dernier, un rapport intitulé Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique est publié par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Très vite, des universitaires professionnels alertent sur le portrait du porno que ce rapport dépeint. Le porno est notamment présenté comme déclencheur des violences sexistes et sexuelles, et ce n'est pas le premier rapport allant dans ce sens. Pour en parler, donc, je reçois Nathan Binet, journaliste à Néon. Bonjour Nathan. Bonjour Cyril. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que contient ce rapport ? Alors ce rapport, il a été publié en fait à la fin du mois de septembre par le Haut Conseil à l'égalité. Et ce rapport, du coup, il est intitulé Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique. Pour synthétiser, en gros, il va dénoncer le caractère violent des vidéos. Selon ce rapport, 90% des contenus pornographiques contiennent une violence physique ou verbale. Ce chiffre, il est basé sur une étude menée par Anna Bridge, professeure à l'Université de l'Arkansas. Et de manière générale, ils vont aussi dénoncer en fait la présence de pratiques sadiques dans 1,4 million de vidéos, les haines racistes, LGBT-phobes, sexistes qui sont présentes dans ces contenus. Et de manière générale, il accuse aussi les actrices de l'industrie pornographique d'organiser en fait depuis la moitié du XXe siècle leur soustraction à tout cadre juridique et aux instances de protection aussi, en ayant recours notamment à un important lobbying. C'est en gros à peu près ce que contient ce rapport. Et donc de nombreux universitaires et des professionnels se sont donc insurgés concernant ce rapport. En quoi il est problématique pour eux en tout cas ? Eh bien déjà en fait il y a plusieurs critiques qui ont été formulées par des universitaires et par des professionnels qui travaillent dans l'industrie pornographique. Déjà des critiques d'ordre méthodologique. Le chiffre qui est avancé en fait de 90% de vidéos qui contiendraient des contenus violents est en fait basé sur un corpus de 50 vidéos, ce qui questionne déjà sur le caractère représentatif de ce chiffre. Il y a aussi un autre aspect qui est celui que en fait, la commission qui a réalisé ce rapport n'a pas auditionné de personnes qui travaillent dans l'industrie pornographique, ce qui pose aussi question sur la volonté de protéger ces personnes-là, en tout cas pour les professionnels, puisqu'aucun travailleuse du sexe n'a été auditionné du coup pour la réalisation de ce rapport. Et est-ce qu'ils expliquent pourquoi ils les ont pas auditionnés ? Il y a une explication ? Non, il n'y a pas d'explication. Il y a aussi des chercheuses comme Béatrice Damian-Gaillard ou Florian Voros qui ont été invitées à participer à la commission. Mais lorsqu'en fait ils ont posé des questions au Conseil à l'égalité, afin d'en savoir davantage sur les ambitions de ce rapport, leurs questions n'ont pas eu de réponse. Et de manière générale, en fait, ce qui est dénoncé dans ce rapport, c'est aussi le biais. Le biais idéologique de ce rapport, dans la mesure où en fait le but était de démontrer des conclusions qui étaient préalablement établies, puisque du coup le rapport n'auditionne que des personnes qui considèrent que, c'est ce que disent Béatrice Desmangard et Florian Voros dans leur tribune sur Mediapart, que ce rapport en fait cherche à démontrer des conclusions qui sont déjà établies et donc interroge des personnes qui pensent que la pornographie est un problème en soi. Et quand on regarde par exemple la composition de cette commission, il y a Céline Pic qui est co-présidente de cette commission et qui est membre de l'association Oser le féminisme, qui milite par exemple pour l'abolition de la prostitution. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on comprend effectivement dans votre article, c'est qu'en fait ce rapport a en quelque sorte pour but de permettre une interdiction, on va dire, du porno, une censure tout du moins. Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que réellement il est possible de censurer ou d'interdire le porno ? Ce rapport, effectivement, il n'est pas orphelin et en fait, il s'inscrit dans un contexte plus général où un an auparavant, il y avait déjà eu un rapport du Sénat qui présentait à peu près les mêmes conclusions. Et le Sénat avait d'ailleurs voté en mars 2023 une résolution qui visait à faire de la lutte contre la pornographie de faire la lutte contre la pornographie une priorité de politique publique. Et là, en début octobre, on avait le projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique qui était étudié à l'Assemblée nationale et qui comprend justement deux articles qui donne à la responsabilité à l'Arcom, l'ex-CSA, de mettre en place un système de vérification de l'âge sur les sites pornographiques et aussi la compétence de contrôle et de sanction vis-à-vis des sites qui ne respecteraient pas cette contrainte. Mais effectivement, se pose la question de est-ce qu'un État est fait capable de vraiment réguler cet espace-là ? Parce qu'à la fois, il y a la question technique qui se pose, comment mettre en place un véritable système de vérification de l'âge ?
Et d'autre part, est-ce que la censure ne serait pas une fausse bonne solution? Puisqu'il y a notamment Mélanie Jaoul, qui est maître de conférences en droit privé et qui est présidente de l'association des alliés de travailleuses du sexe, qui montre qu'en fait, la censure, ça va... Comment dire, on aura beau interdire, il y aura toujours des contenus pornographiques qui vont continuer à être produits, mais dans des conditions plus dégradées. Ça pourra se faire à l'étranger, notamment. Il y aura toujours des façons de contourner cette interdiction. Simplement, en fait, les personnes qui travaillent dans cette industrie seront encore plus fragilisées et précarisées qu'elles ne le sont déjà. Et de fait, une politique de censure aussi censure également tous les contenus liés à l'éducation, à la sexualité, à la vie affective. Il y a Act Up Paris et la Quadrature du Net qui se sont exprimés à ce sujet dans une tribune qui a été publiée sur Tétu début octobre et qui montre que en fait, un algorithme, il ne sait pas faire la différence entre du contenu sexuellement explicite et des contenus liés à l'éducation, à la sexualité. Et du coup, une publication qui contient le mot sexe va se faire censurer. Donc, ce qui pose aussi un problème sur l'éducation à la sexualité et à la vie affective. Bah justement, dans votre article, vous parlez donc des solutions pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes en ligne, comme la mise en place d'une véritable politique d'éducation. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus ? C'est ce que préconisent du coup les universitaires que j'ai cités, mais aussi des collectifs de travailleuses du sexe. Parce que bien évidemment qu'il y a des violences qui sont très présentes dans l'industrie pornographique auxquelles sont confrontées les personnes mineures. Simplement, la censure n'est pas forcément la meilleure façon de les protéger. Du moins, c'est ce que ces personnes-là avancent. Et ce qui... par exemple, pourrait être un levier d'action à activer serait effectivement de mettre en place une véritable politique d'éducation à la sexualité où on informe les personnes mineures sur les contenus afin de leur donner aussi des clés de compréhension, afin de comprendre ce à quoi ils pourraient être confrontés, où on les interroge sur les représentations, sur les pratiques, sur la notion de consentement, sur les violences, etc. Donc c'est ce pourquoi militent en tout cas les universitaires et les professionnels. Autre élément aussi qui pourrait constituer un levier d'action, c'est le fait de se tourner, de questionner en fait les modes de consommation aussi des contenus pornographiques. Le choix peut aussi être fait quand on est consommateuriste d'aller vers un contenu qui soit plus féministe, éthique et inclusif. C'est ce que me disait quand je l'ai interviewé Béatrice Damian-Gaillard. C'est des contenus pornographiques où il y a des contrats de travail, où on vérifie le consentement des actrices, où ces derniers et dernières participent à l'écriture des scénarios. Ça demanderait une participation, du coup, j'imagine, financière pour... C'est ça. Et en fait, ça nécessiterait aussi de passer à un contenu qui soit payant. Mais je pense que, en tout cas, c'est ce que ça implique aussi. C'est un changement de regard sur l'accessibilité au contenu pornographique. Il y a en fait, de fait, pour avoir un contenu de qualité où les personnes qui travaillent sont respectées, protégées, de fait, c'est forcément un contenu payant. Et du coup, quand on va vers ce chemin-là, forcément, ça remet aussi en fait en question les modèles économiques qui sont basés sur la gratuité. Non, parce que oui, c'est bon de bien rappeler aussi que ce contenu est fait pour un public adulte et non pas pour un public d'enfants ou mineurs. Et donc, ces politiques d'éducation sont importantes. Et peut-être que ce rapport a peut-être dû plus se tourner vers ce genre de questionnement-là que l'inverse. Est-ce qu'il y a d'autres points sur cet article-là que vous souhaiteriez aborder, dont on n'a pas là tout de suite eu le temps de parler, qui sont importants ? Je pense qu'il y a un élément important aussi, c'est sur le regard porté sur la pornographie de manière générale, où en fait on a cette vision en fait selon laquelle la pornographie va influencer mécaniquement la sexualité des personnes qui le consomment. C'est une approche assez behavioriste, pour reprendre un peu une analyse en sciences de l'information et de la communication, et qui est très causaliste et amenée via le prisme de l'addiction. Or, dans l'interview que j'ai faite, Béatrice Damian-Gaillard, elle souligne justement qu'en fait, il y a des études qui, dès les années 70-80, montrent que le répertoire sexuel des Français et des Françaises, il s'est déjà étendu à des pratiques comme la fellation, la sodomie, etc. Et alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pornographie ou de réseaux sociaux. Et de manière générale, en fait, cette réduction de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en ligne à la lutte contre la pornographie, il témoigne aussi d'une incompréhension des logiques de violence en ligne, et surtout il évacue la possibilité de s'attaquer à ce qui est les réels fondements des violences sexistes et sexuelles en ligne, c'est-à-dire c'est ce que montrent des chercheuses dans un livre qui s'appelle Sex, Humor and Risk in Social Media,
qui montre qu'en fait, ça évacue la possibilité. En fait, les véritables causes des violences sexistes et sexuelles en ligne, c'est la culture capitaliste et masculiniste dans les environnements numériques. J'invite tout le monde à aller lire l'article de Nathan, fort intéressant, et notamment voilà, car il aborde vraiment la pornographie comme un vrai sujet de société et pas forcément comme on peut parfois le voir comme un sujet graveleux. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi de t'intéresser à ce sujet-là, indépendamment du rapport? Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt journalistique autour de ce sujet? Déjà, je pense que c'est ma spécialisation dans les thématiques société, et en particulier autour du genre et de la sexualité, qui font que c'est des actualités que je suis et qui me touchent, en tout cas dans ce que j'essaie d'apporter journalistiquement. Et de fait, en fait, moi, je suis tombé fin septembre sur la tribune qui a été publiée par Béatrice Desmangart et Florian Voros sur Mediapart, et que j'ai trouvé assez édifiante, notamment parce qu'elle apporte un travail de mise en perspective énorme en fait du contenu du rapport, qui est assez violent aussi envers les actrices pornographiques. On y parle de corps de femmes pornifiés, de corps de poupées gonflables plus vrais que nature. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'essayer de vulgariser aussi et d'apporter cette mise en perspective sur ces sujets-là qui restent malgré tout assez tabous en France. En tout cas, c'est très bien fait, et donc j'invite encore tout le monde à lire cet article de Néon. Et dernière question pour toi, Nathan, concernant justement Néon. On vient d'apprendre l'arrêt prochain du site internet. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on a appris il y a 2 semaines en fait que le groupe Prisma Media, qui détient Néon, allait décider de mettre fin aux activités de Néon et de management à la fin de l'année 2023. Du coup, le site de Néon va effectivement s'arrêter à la fin de l'année 2023. Après, je ne peux pas encore en dire plus sur les projets, notamment pour conserver les réseaux sociaux, car c'est des projets qui ne sont pas encore très définis et qui n'ont pas encore été votés par le CSE. Mais en tout cas, pour la forme actuelle de Néon telle qu'on le connaît, ça va s'arrêter à la fin de l'année 2023. C'est bien dommage, car à titre personnel, j'apprécie vraiment ce que fait Néon. Donc j'espère que chaque journaliste et chaque personne travaillant au sein de ce magazine pourra rebondir où il souhaite rebondir. En tout cas, merci Nathan d'être venu sur le plateau du Média.